Aujourd'hui, c'est le député bruxellois pour le MR, Bertin Mampaka. Bonjour. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, on va parler de décolonisation de l'espace public, mais c'est un sujet qu'on entend énormément ces derniers mois, ces dernières années presque. Où est apparu ce sujet? Depuis quand on en parle exactement? Disons qu'il y a quelques facteurs qui ont un peu remis les sujets à l'ordre du jour. Rappelons que début 2019, il y a un groupe d'experts des Nations Unies qui font une mission en Belgique et qui font des recommandations sur la condition des afrodescendants en Belgique. Et des recommandations visent directement les problématiques de discrimination et de racisme qui vivent les afrodescendants, particulièrement ceux des anciennes colonies belges. À cela, il faut ajouter aussi un deuxième rapport ou une recommandation, une résolution plutôt du Parlement européen s'adressant à la Commission, demandant à la Commission de pouvoir se préoccuper de la condition de ces mêmes minorités qui sont discriminées, qui vivent vraiment des conditions assez pénibles et difficiles en Belgique, dans notre pays. Et puis, il n'y a pas que ça, il faut ajouter aussi l'actualité internationale qui nous a rejoints avec le Black Lives Matter, la mort de George Floyd, qui viennent compléter déjà un sentiment qui a été concrètement repéré par une étude très très crédible de la Fondation Roi-Baudouin, faite par 4 universités, l'ULB, la VUB, l'Université de Liège, plus une autre université, et qui révèle déjà ce malaise perceptible chez des jeunes Africains nés ici de la 2e génération déjà. Ils se sentent profondément discriminés. Bon, à cela, il faut ajouter un peu de récupération des uns des autres, une excitation à gauche, à droite. Ça fait que tout ça, c'est le cocktail qui fait que il y a une cristallisation autour de cette problématique de la décolonisation sur l'espace public belge et bruxellois. Et puis, nous avons quand même eu, en tant que Belge, une des plus grandes colonies qui a été convoitée par le monde anglo-saxon déjà à l'époque. On parle maintenant de décoloniser l'espace public. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on doit changer les noms de rues, ça veut dire qu'on doit déboulonner certaines statues, par exemple de Léopold II, changer le nom du tunnel Léopold II, c'est ça, décoloniser l'espace public? Il y a des gens qui je ne dis pas qu'ils vont loin, mais enfin qui disent quand même des choses qui s'écartent du sujet. Les sujets, c'est la discrimination sur le racisme, c'est des jeunes afrodescendants qui sont sans emploi, qui n'ont pas accès aux subsides, qui n'ont pas accès aux financements pour créer leur entreprise, qui sont discriminés en matière de logement dans différents secteurs et qui vivent mal. Et il y en a beaucoup, j'en connais énormément. C'est ça le sujet, n'est-ce pas? Le sujet, c'est pas le déboulonnage de statuts essentiellement. Donc, Alexia Bertrand a bien répondu sur ce sujet dans diverses émissions. Le président a répondu sur les sujets. Donc, déboulonner, ce n'est pas la solution à la problématique qui est posée, celle des discriminations que vivent ces gens. Et justement, quelle est la position du MR si on ne déboulonne pas? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la décolonisation de l'espace public? Au MR, on dit, et si on déboulonnait, quid après? On fait quoi après? Est-ce que parce qu'on aura déboulonné, ces jeunes vont retrouver un emploi facilement? Ces jeunes vont avoir accès au financement pour créer leurs entreprises? Ces jeunes vont avoir une égalité des chances, comme nous le disons au MR, pour que chacun ait une bonne chance pour pouvoir réussir dans sa vie, pour lutter contre la pauvreté, contre les discriminations. Vous savez, au MR, on a dit aussi clairement, brûler les monuments, c'est... les déboulonner et les fondre, c'est tout simplement brûler des livres d'histoire, n'est-ce pas? Juste un petit rappel. Déjà, depuis les années 1870, n'est-ce pas, Léopold II s'intéressait déjà au Congo avec Stanley, Henry Morton Stanley, l'explorateur anglais. Et le Congo n'a eu son indépendance qu'en 1960. J'ai fait toujours un petit calcul. Ça fait presque 90 ans de vie commune d'histoire de la Belgique. Donc, déboulonner, c'est fermer une page d'histoire. Déboulonner, c'est oublier son histoire. Déboulonner, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est une amputation de la réalité. On devrait apprendre cette histoire à nos enfants dans nos écoles. N'est-ce pas? En Belgique, déjà, c'est pas connu, c'est vraiment une faute. Donc, plus de pédagogie, déjà dans les écoles, mieux l'expliquer. Déjà dans les écoles. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Donc, c'est quelqu'un sans racines, n'est-ce pas? L'histoire de la Belgique, qui n'a pas encore 200 ans d'existence, c'est presque 90 ans d'histoire commune avec le Congo. Et je trouve ça je ne sais pas où est-ce que nous avons mis la tête pendant toutes ces années pour pouvoir apprendre à nos enfants que l'histoire de la Belgique, c'est aussi celle-là. Et pour les Congolais, ils n'ont que 60 ans d'existence, vous vous rendez compte, si cette histoire n'est pas enseignée, n'est pas écrite, n'est pas assumée, sans controverse, sans clivage, sans excitation, sans émotion, sans être recontextualisée convenablement
ce n'est pas une bonne chose. Nous avons le devoir de la compléter dans l'espace public. Nous avons le devoir, je pense en tout cas, de recontextualiser plutôt que de lancer des slogans et de cliver la population, de diviser les Belges entre ceux qui veulent déboulonner et ceux qui veulent les garder. Notre rôle, ce n'est pas celui-là, celui de diviser. J'habite Laken. J'ai vu un jour venir au collège un projet pour pouvoir créer un rond-point Pouchkine. Pouchkine, c'est un afro-descendant. Hein. Pouchkine, le rond-point Pouchkine à Laken, n'est-ce pas? On voit par exemple ce que fait Vincent de Wolf à Etterbeek. Il y a à la place Léopoldville une plaque commémorative pour une résistante congolaise, Maman Kiwanga, je crois, je ne la connais pas très bien. Donc il faut que des initiatives pareilles soient prises. Il faut que les victimes aussi soient quelque part, comment dirais-je, pas récompensées. Il faut les indemniser, les victimes? Alors, quand on parle d'indemnisation, tout le monde se dresse, les gens voient tout de suite des billets d'argent, des billets de banque, etc. etc. L'indemnisation, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'argent. Nous, par exemple, ici en Belgique, les afrodescendants attendent, et ils entendent pour certains, par indemnisation, plutôt avoir un traitement préférentiel, qui n'oublie pas l'histoire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un Mauricien peut venir en Belgique sans visa pendant 3 mois. Un Congolais qui sortirait, un Belgo-Congolais qui sortirait, qui partirait en Afrique, aurait des difficultés de pouvoir, comment dirais-je, retrouver ce droit au chômage. Ils n'ont pas le droit, par exemple, d'exporter les allocations de chômage, les allocations familiales, toute une série d'avantages, je peux dire, allez, pas des avantages, mais disons, des revenus de remplacement. Indemniser ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'argent. Indemniser, ça veut dire qu'il faut un traitement préférentiel avec les ressortissants des anciennes colonies. Ce n'est pas une discrimination par rapport à d'autres. J'entends des gens dire indemniser, c'est créer un statut particulier pour les gens qui sont d'origine africaine avec lesquels nous avons eu des rapports. Non, c'est avoir des relations privilégiés, n'est-ce pas, en matière de coopération, en matière d'échange économique. Vous savez combien de jeunes vivent en Belgique, qui sont des Belges des souches et des Belges des afro-descendants, qui voudraient bien entreprendre en Afrique sans se voir retirer leurs droits aux différents revenus de remplacement parce que tout simplement ils sont allés chercher un travail. Nous avons des accords de sécurité sociale avec certains pays étrangers que nous pourrions étendre simplement à nos 3 anciennes colonies, c'est le Congo, le Rwanda, le Burundi. Il y a une attente très forte dans cette matière. Les diplômes qui ne sont pas reconnus, je disais les visas tout à l'heure, et beaucoup d'autres choses en matière d'échange culturel, tout simplement, de circulation des gens, de va-et-vient. Donc l'indemnisation ne sous-entend pas nécessairement mettre la main au portefeuille et payer. C'est dans les budgets actuels que nous avons, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons à faire en coopération en matière de Colombie, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que nous saupoudrons notre coopération dans des pays où nous n'avons aucune visibilité? Nous pourrons la réconcentrer sur les pays avec lesquels nous avons une histoire commune. Et les gens le verraient. Ça nous ferait du bien, ça ferait du bien à nos ressortissants d'ailleurs, qui sont ici et là-bas. On entend souvent que le MR est un parti raciste. Est-ce que vous qui avez rejoint le MR il y a peu, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un parti raciste? Alors si le MR est un parti raciste, que dire des propos tenus par Hervé Zemmour ou Hervé Doyen, le bourgmestre de Jette, sur ses collègues élus au Parlement bruxellois, n'est-ce pas? Que dire de ce propos racistes, négrophobes, tenus dans les plus grands journaux de ce pays, impunément, n'est-ce pas? Si le MR était un parti raciste, on ne trouverait pas sur la façade du MR Martin Luther King avec un hashtag de Black Lives Matter. Si le MR était un parti raciste, on ne trouvait pas des initiatives prises par des dirigeants du MR, que ce soit Charles Michel, Louis Michel, Didier Reynders, avec les excuses qu'ils ont présentées pour la mort de Lumumba, pour les traitements réservés aux enfants métis. Didier Reynders a été boudé et houspillé pratiquement lors de son dernier voyage à Kinshasa parce qu'il avait contraint les dirigeants congolais à devoir respecter leur propre constitution en prenant des sanctions, des mesures. C'est toujours les libéraux qui ont pris ces mesures-là, n'est-ce pas? Donc le MR n'est pas un parti raciste. Et puis j'ai une longue expérience en politique. Je suis le premier qui osait me présenter aux élections, comme disaient les Africains à l'époque, n'est-ce pas? Je ne suis pas assez fou pour quitter un parti et rejoindre un parti qui est raciste. En tout cas, ce n'est pas au MR que j'ai entendu dire, par exemple, que les mentalités n'étaient pas prêtes, n'est-ce pas? J'ai entendu ça dans des partis démocratiques à la ville de Bruxelles quand je suis devenu échevin en 2004. Ce n'est pas au MR que j'ai entendu dire que les mentalités n'étaient pas prêtes pour qu'un noir devienne échevin à la ville de Bruxelles. Bien au contraire, c'est grâce au MR qu'il y a eu un premier ministre, pas un premier ministre, la première femme noire ministre, c'est avec l'aide du MR que c'est arrivé au gouvernement fédéral. C'est le MR qui a désigné dans la plus grande ville wallonne un échevin noir à Charleroi. Donc c'est au MR qu'on trouve des initiatives, je veux dire, courageuses, audacieuses en la matière, avec le respect de toutes ces minorités. La doctrine du MR ne convient pas avec... Je vais vraiment arrêter cette campagne qui est lancée par
une série d'agitateurs déguisés sous forme d'associatifs, n'est-ce pas, gavés aux subsides publics et qui font une campagne de dénigrement commanditée par certains qui bavent sur l'électorat afrodescendant, n'est-ce pas, pour diaboliser les MR et faire passer les MR pour un parti raciste, n'est-ce pas. Je n'ai jamais entendu un parlementaire MR aller demander son collègue de descendre du perchoir parce que tout simplement il était d'ascendance africaine et que ça ne pouvait pas se faire de voir un Africain au perchoir du Parlement bruxellois dont je parle. Hein. Je n'ai jamais entendu des gens au MR dire je ne peux pas siéger avec 3 Africains, n'est-ce pas. Et ça se dit dans certains partis. Vous dénoncez ces propos, ceux qui disent que le MR est raciste aujourd'hui. C'est une campagne lancée par ceux qui bavent, comme je répète encore, sur l'électorat subsaharien, avec quelques agitateurs déguisés en associatifs, gavés, dopés au subside public. Je veux le dire, il faut arrêter ça tout de suite, n'est-ce pas. L'électorat subsaharien, s'il y en a un, peut se retrouver dans tous les partis de gauche à droite, n'est-ce pas. Il n'y a pas un parti de prédilection plus raciste ou moins raciste qui devrait avoir l'exclusivité allez, disons, de la participation démocratique. Je ne suis quand même pas fou, Olivier Coppens, avec mon expérience. Vous savez, mes adversaires politiques me reconnaissent quand même une qualité, c'est celle d'être capable de lucidité de lecture, n'est-ce pas, quitter et abandonner parfois certains avantages pour vous rejoindre au MR. Si le MR était un parti raciste, depuis le temps que j'y suis, je ne suis pas payé pour faire cette campagne, pour dire, mais il faut arrêter tout de suite cette espèce de campagne de diabolisation d'un parti démocratique qui a beaucoup de choses à apporter et dont la doctrine et la philosophie, n'est-ce pas, convient largement à toute une série de populations, y compris les afrodescendants. Regardez la façade du MR, hein, non, c'est pas aujourd'hui. Et ce sera déjà le mot de la fin. Bertin Mampaka, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes député bruxellois pour l'EMR, une émission spéciale consacrée donc à la décolonisation. Et conseiller communal à la ville de Bruxelles, il ne faut pas l'oublier. Et c'est peut-être même hyper important. Merci beaucoup Bertin Mampaka d'avoir été avec nous.